Salut les marques et salut les smarts, vous écoutez Catch Up, le podcast qui commente, résume et analyse les émissions de la WWE. Et dans cet épisode, nous allons traiter du Monday Night Raw qui avait lieu ce 18 mars 2019. Nous étions à Chicago dans l'Illinois, ville prometteuse. Aux commandes pour vous présenter tout ça, c'est moi, c'est l'ami Raphaël, de retour avec celui qui est désormais une des figures de proue de notre émission, Chris. Le revoilà encore pour une nouvelle semaine. Comment vas-tu, Chris? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up, et bah écoute, ravi d'être avec toi pour ce Monday Night Raw chicagoan. Ouais, puis en plus, comme tu me le faisais remarquer tout à l'heure hors antenne, hein, on est un duo, on est des money makers, hein, on a fait le rôle de la plus grosse audience de notre podcast, alors bah, un record à battre là, c'est parti, hein. Merci le Shield. Non, moi je pense que c'est nous, hein, surtout. Ah, tu crois carrément? Bon, écoute, ouais, on va se brosser un peu, ça fait toujours du bien. Voilà, allez, on va réunir The Band One Other Time, peut-être pas le dernier pour notre cas, mais on est prêt. Alors, allez, on commence, t'es ok? C'est parti, moi je suis lancé, c'est chaud. Eh ben, écoute, il faut être chaud, il faut être bien assis, puisque de suite on commence par du lourd à Chicago. Hein, on nous envoie Brock Lesnar et Paul Heyman qui arrivent au milieu du ring sous une hit assez importante avec des chants Burn It Down. Hein, le public aurait bien envie de les voir manger la poussière. Bon, Paul Heyman se lance alors dans une petite promo. Avant ça, Lesnar il a un peu ajouté à la hit en fanfaronnant avec la ceinture, en la brandissant bien haut dans le ciel. Paul Heyman il reprend un peu ce qu'avait dit Seth Rollins, hein, le futur adversaire de Brock Lesnar à WrestleMania. Il rappelle que, ok, Lesnar a peut-être eu du mal contre les gabarits similaires, contre les Jay Styles, les Daniel Bryan, les Finn Balor, tout ça, mais enfin à chaque fois, le gagnant, 1, 2, 3 à la fin du combat, c'était quand même Brock Lesnar, et que Seth Rollins, donc il est clairement pas au niveau. Celui qui a un gros potentiel par contre hein, pour tuer un peu pour tuer le game, nous dit Paul Heyman, c'est Drew McIntyre. Et Drew McIntyre ce soir il va affronter Seth Rollins, donc il brosse un petit peu là lui aussi dans le sens du poil à l'écossais. Il en faut pas plus pour qu'il se rapplique. Donc Drew McIntyre arrive aussi sous le titantron. Bon, je ne sais plus trop ce qu'il dit exactement en disant que oui, qu'on reconnaît un peu enfin son mérite et que lui il a fait pas mal de choses. Il a détruit le Shield la semaine dernière, qu'il allait continuer ce soir en affrontant Seth Rollins. Bon, il a pas eu le temps de dire grand chose parce qu'il se fait attaquer par derrière à coups de chaise lâchement par celui que tout le monde évoquait depuis le début, par Seth freaking Rollins. Un coup de chaise, la full scan des One More Time, alors deux coups de chaise, trois coups de chaise, je sais plus combien de coups de chaise. Drew McIntyre a très très mal au dos, les arbitres viennent les séparer. Seth Rollins continue sur sa lancée, il monte sur le ring, mais Brock Lesnar préfère partir, hein, retraite stratégique, donc on n'aura pas de face à face direct entre les deux rivaux ce soir, mais on a déjà voilà booké à peu près notre main event entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Bon, qu'as-tu pensé de cette introduction de poids lourd, là, de titre universel enfin un peu dans le Ça game? y est, ouais, ça y est, le titre universel, comme tu dis, est là. Enfin, la route de WrestleMania est lancée. Bah écoute, la bête est là aussi. Et la bête, on la voit rarement, donc quand la bête est là, on essaye d'en profiter un peu. Du coup, Drew McIntyre vient dans l'équation, et ça, bon, la semaine dernière, avec Jiska, là, sur le Raw de la semaine dernière, on en a déjà pas mal parlé, et ça fait plaisir, parce que en ce moment, McIntyre, il est dans un momentum terrible. Et du coup, le voir un peu rentrer dans cette feud avec Lesnar, McIntyre et Rollins, bah écoute, c'est plutôt bon pour lancer ce Raw. Et le public de Chicago est bien chaud. Il y a une grosse hit, comme tu l'as dit, pour Brock Lesnar. Il y a une grosse pop pour Rollins. Donc, bah écoute, moi ça m'a fait plaisir parce que je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais enfin ça y est, on est sur la route de WrestleMania. Enfin, il se passe quelque chose avec Lesnar. Globalement, c'est plutôt pas mal. Bon, je l'avais déjà signalé la semaine dernière, mais ce qui me pose un petit peu souci, c'est que finalement, Eman, comment expliquer ça? Il fait un espèce de parallèle avec Rollins et Bryan, Baylor, etc. Mais pourtant, moi, je considère que Rollins c'est un heavyweight quand même, et que je pense que pour moi, Rollins c'est un gabarit un peu plus impressionnant que ce que peut être Bryan ou Baylor. Et
il est plus grand, il est plus massif, tu vois. Et puis Rollins, il a quand même un truc particulier, c'est que Rollins, il a déjà affronté Lesnar à plusieurs reprises, quoi. Donc c'est bizarre parce que je pensais que Heyman, il allait faire un peu référence à ce qui s'était passé quelques années auparavant, et puis finalement, bah pas du tout. Il a pas du tout fait référence à ce qu'a pu faire Rollins au préalable avec Lesnar. J'ai trouvé ça un peu dommage en fait d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'évocation de ça. Mais le segment d'intro était au final pas mal et ça mettait bien dans l'ambiance. Drew, il est chaud bouillant, hein, il est chaud bouillant au micro, et finalement il se fait, c'est assez étrange parce que finalement on a deux heels et un face, et c'est le face qui attaque le heel à coup de chaise. Voilà. Et Lesnar d'ailleurs fait un peu mine il tend la ceinture à Heyman, style je vais y aller, et puis finalement Heyman il lui dit non 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 non, puis il reprend sa ceinture et puis finalement ils s'en vont, alors que Rollins lui il est dans le ring un peu triomphant quoi. Et pas mal, c'était pas mal pour lancer le Raw, c'était pas mal. Oui, t'as raison sur un point, je suis d'accord avec toi, c'est que Eman a été assez banal dans son contenu en tout cas, et c'est vrai que oui, il y a pas mal de passifs hein, finalement entre les deux hommes, ne serait-ce que le fameux cash-in à WrestleMania, il y a eu plusieurs fois oui où les deux hommes se sont croisés. Le traite avec John Cena qui avait été un match phénoménal. Il y a quand même il y a un historique entre ces gars-là. Je suis un petit peu étonné que ça n'ait pas été évoqué. Ça va peut-être venir, là. Il reste encore 3 semaines, ça va peut-être venir. Oui, je pense qu'on est entré dans une période où j'ose espérer qu'on devrait voir quand même Lesnar à tous les héros maintenant, ou peut-être au moins, en tout cas à la plupart. C'est vrai, comme tu dis, on le voit pas souvent, du coup, dès qu'il arrive, quand il arrive quand même, quand il y a la première note de sa musique, il y a plutôt une sorte de pop, parce qu'on est content de voir Lesnar, et puis très vite, ça c'est drôle, hein, ça se transforme en hit, parce que quand même, il nous gonfle un peu, hein, surtout le public de Chicago qui est plutôt smart, mais je sais pas si t'as remarqué ça, il y a toujours, quand il y a cette première note de la musique de Lesnar très reconnaissable en plus, au début, il y a un soutien, il y a une ovation, les gens sont là, ah, on va voir Lesnar, et puis après, ah ouais, mais c'est quand même un salaud. Ouais, c'est quand même un salopard et tout le monde s'en souvient tout à coup. Mm. Alors, un autre qui a beaucoup de bonnes pop, hein, qui arrive dans la foulée, c'est Finn Balor. Alors Finn Balor, il vient nous souhaiter un petit peu en retard hein, une joyeuse Saint-Patrick, puisque c'était ce dimanche. Tu l'as bien fêté d'ailleurs, Chris? Dimanche, ouais, toi, complètement. Ouais, j'ai fêté la Saint-Patrick avec Eh joie ben et très volupté. bien. Ben tu vois, Finn Balor, lui, il est un peu déçu parce que la semaine dernière, le Irish Luck, hein, la chance des Irlandais, lui a pas souri. Hein, il a perdu son titre intercontinental, mais il espère ne pas l'avoir perdu très longtemps. Elle est assez vite interrompue par Lio Rush et Bobby Lashley, qui est donc le nouveau champion intercontinental, hein, à la surprise quasiment générale, on peut dire. Ils fanfaronnent un petit peu tous les deux, ils nous racontent voilà que Baylor c'est un loser, que Bobby Lashley voilà il va faire sa pose de champion. Sauf que là on est en attente d'un match 2 contre 2 en fait. Lio Rush et Bobby Lashley vont affronter Finn Balor et un partenaire de son choix. Et Finn nous révèle que le partenaire de son choix, il arrive et il est prêt à les dérouiller. Et évidemment, c'est nul autre que Braun Strowman, qui avait été absent hein, complètement du dernier Raw, si ma mémoire est bonne, qui est de retour. Et Il avait eu un petit segment, il avait fracassé une ah voiture oui, la semaine j'aurais vu dernière. ça la semaine d'encore avant, même peut-être. Ouais, tu dois C'est avoir la seule raison. chose Hein. qu'il a fait au Raw de la semaine dernière, c'est fracasser la voiture parce que tu sais, ils ont monté une espèce de feud avec les guests de Saturday Night Live qui seront Oui, qui seront présents à WrestleMania. Et en fait, sur Twitter, comme dans Raw, Braun Strowman, il est rentré un peu en feud avec ce gars-là, quoi. c'est vrai, on va en reparler d'ailleurs dans le show, mais en tout cas, là, bon bah sur le match, hein, tag team classique, on va dire, Finn Balor il subit au début, face en péril comme il sait si bien le faire. Un hot tag évidemment, Braun Strowman lui qui détruit un peu tout le monde. Ils s'y mettent à deux et en face ils y arrivent quand même. Hein. Il y a un moment où Braun Strowman porte Lio Rush sur ses épaules et il encaisse un énorme spear de Bobby Lashley. Lio Rush va quand même réussir du coup dans la foulée à lui porter son splash à Braun Strowman, mais le géant va kick out en le projetant complètement, quasiment en le relevant en fait. Hein, ça c'est toujours assez impressionnant.
Les deux mecs sont couchés, tombés, et puis hop, avec la force de Braun, Lio Rush se retrouve sur ses deux jambes. Bref, ensuite, Bobby Lashley à l'extérieur du ring, hein, il y a un peu de pagaille. Bobby Lashley essaye de sauver son ami Lio Rush, mais il se fait percuter par Strowman et il va carrément fuir. Hein. Le champion intercontinental va abandonner complètement son ami et Lio Rush va donc encaisser le finisher de Strowman et là il ne s'en relève pas. Hein. Power Slam 1, 2, 3, c'est la victoire. Bon, victoire plutôt de Strowman, hein. Finn Balor il est un peu fini en retrait là à l'extérieur du ring, mais les gentils gagnent. Un match tag team qui a pas grande conséquence en tout cas. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Bah écoute, on a un tag team un peu assez traditionnel. Bon, on en avait déjà parlé tous les deux. Bon, moi, tu connais mon aversion pour Lio Rush. Donc, du coup, le voir en tag team, je peux pas dire que ça m'a super emballé. J'espérais un autre partenaire pour Lashley et puis que Lio Rush soit juste ringside. Bon, bah malheureusement, Lio Rush a participé au match. Moi, j'avoue vraiment, ça passe pas moi avec Rush. Hein. J'ai beau essayer, hein, j'ai beau essayer de faire un effort, j'ai beaucoup de mal avec ce gars-là. Je supporte pas sa voix, je le trouve, c'est un cruiserweight relativement classique, voilà, et qui a rien d'extraordinaire. Donc pour moi, la comparaison entre Baylor et Rush dans le ring, elle est quand même ouf. Elle est quand même largement au désavantage de Rush. Voilà. Et puis après, bah, tu l'as bien expliqué. Hein, de toute façon, le match a été assez classique avec une grosse domination de Strowman, quoi, qui a vraiment été le monstre. Et de toute façon, c'est son gimmick, le monstre du match. Voilà, il ramène Rush dans le ring, il lui met un choke slam. Après, il lui met un running power slam. Enfin, il lui met la totale. Et de ce que j'ai pu lire après, apparemment, Rush serait blessé. Donc, parce que je sais pas si tu as vu, mais à la fin, ça se termine un peu bizarrement. En fait, il y a plusieurs officiels qui débarquent. Et Rush paraît vraiment pas bien. Et apparemment, il y aurait confirmation que Lio Rush aurait très mal supporté le traitement que lui a réservé Brown. Et apparemment, Rush serait pas très bien, le garçon, quoi. Donc voilà, donc victoire des Faces. Voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, pour l'instant, je suis assez perplexe sur le traitement de l'Intercontinental Championship. Je suis assez déçu en fait que Baylor ait perdu ce titre, alors que j'espérais qu'il allait faire la road to WrestleMania avec l'or autour de des hanches. C'est pas le cas. On se retrouve avec un Lashley champion intercontinental. Bon, moi je suis assez dubitatif là-dessus. Mais bon, écoute, on va voir la suite. Ouais, peut-être qu'ils se sont dit calcul basique, hein, que c'était un meilleur un meilleur choix de faire une sorte de feel good moment avec une reprise de titre à WrestleMania plutôt que de le faire la road comme ça. Mais ouais, moi aussi je suis un peu Je sais pas ce que t'en penses, mais Lashley, il obtient rien au niveau du public, quoi. Il se passe rien, quoi. non. Quand il rentre là, si on prend l'exemple de lundi, voilà, quand Lashley il rentre dans la salle, il se passe rien. Le public, il est amorphe, quoi. Non, puis ça commence à faire un moment qu'il est autour de cette histoire, donc c'est un peu toujours les mêmes personnages qui tournent en rond malheureusement. Alors, écoute, on va partir backstage, court segment. Hein, Ronda Rousey sera là ce soir. Elle va même avoir un match. On la voit arriver. Elle est en retard et en plus on apprend que son comportement vis-à-vis des arbitres la semaine dernière lui coûte une amende, mais une amende dont on n'a pas le droit de nous révéler le montant. Donc, déjà que le concept de l'amende à la WWE c'est très douteux, mais alors là, je trouve que c'est c'est vraiment, on nous prend pour des cons. Bref, Ondara aussi est là, et il y a son mari avec elle. Et elle a ce soir une équipe de sécurité particulière autour d'elle à cause de son comportement. Bon, on dit peut-être pas plus, on verra ça un peu plus tard. Enfin, à moins que tu aies une première réaction déjà sur cette histoire d'amende. Ouais, non, c'est une histoire d'amende. Ouais, c'est un peu out of nowhere, hein, mais c'est assez étrange de la voir se faire accueillir comme ça. C'est un arbitre en plus qui lui dit ça. Tu vois, c'est même pas un membre de l'autorité. À la rigueur, il aurait pu avoir un segment avec Steph ou avec Triple H ou je sais pas. Mais ils ont choisi que ça soit un arbitre avec des agents de sécurité. C'est un petit peu étrange comme segment. Mais elle est un peu en mode j'en ai rien à foutre, hein, puisque
elle se barre direct, elle les écoute quasiment pas d'ailleurs, ils font style on n'est pas concerné par l'affaire et puis ils se cassent direct. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est pas très menaçant pour le moment, hein, cette histoire. Mais on verra ça plus tard. Écoute, en attendant, c'est un grand moment de bonheur, c'est un moment of bliss qui nous attend. Alexa Bliss est là, elle continue hein, son talk show, c'est un des derniers, hein, j'ai envie de dire, c'est le talk show actuel, hein, parce que le Miss TV, on n'en voit plus beaucoup maintenant, un petit peu de temps en temps, mais c'est devenu le talk show de Monday Night Raw. Elle nous rappelle qu'elle va hoster donc WrestleMania, et son invité du soir, c'est Elias. Alors Elias, quand il arrive, grosse pop. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, pourtant lui qui est redevenu heel, on en a parlé déjà toi et moi. Là, quand il arrive, il a une grosse pop. Il nous annonce qu'il sera, alors j'ai pas trop compris, mais qu'il sera à WrestleMania une sorte de référence musicale, de la caution musicale. Je sais pas si t'as compris exactement. Ah ouais. En fait, il va faire une espèce de... il a expliqué qu'il allait être le fil rouge musical de WrestleMania et donc voilà qu'il fallait s'attendre à le voir beaucoup dans le show des shows. D'accord, ouais, bon, un peu comme ce qu'il a fait à Fastlane, quoi. Bon, oui. Ouais, je pense que ça va être un peu dans la même mouvance. Ouais, je pense qu'il va apparaître à plusieurs segments et puis qu'il aura des interactions avec différents gars. Peut-être qu'il va participer à la Andre the Giant Battle Royale aussi. Peut-être. Écoute, en tout cas, il nous dit qu'il supportera pas d'interruption, hein, et on a un peu de mal à croire que ça n'arrivera pas, malheureusement. Il est assez fort hein, pour regagner de la hit. Bon, c'est les grosses ficelles. Hein. J'ai pas tout compris moi-même aux références, mais en gros, il clash Chicago et probablement l'équipe de NBA ou de baseball ou de football américain. Ça, je n'en sais rien. Je sais pas si. Ouais, en fait, il clash les Bears, quoi. Parce que les Bears avaient perdu un match la semaine d'avant sur un field goal et qu'ils avaient complètement foiré et du coup il vanne le public de Chicago là-dessus quoi. Bon, c'est son c'est son petit va-tout classique. Ça doit être un grand suiveur du sport. Enfin bon, comme tous les Américains, tu me diras. Ouais. Mais au moins ça marche. Hein. Il regagne une bonne hit. Et alors tout d'un coup, interruption étrange, c'est la Congo Line qui arrive. Sous la musique donc de No Way. Alors, la Congo Line, c'est pas No Way José qui la dirige, c'est Heavy Machinery qui est là. Tucker et Otis. Alors il y a un petit segment un peu bizarre où Alexa Bliss explique que c'est elle qui avait commandé la Congo Line, mais plutôt pour clore le segment, pas pour interrompre. Bref, sauf que Noé José, il était caché derrière et il attaque Elias par derrière, hein, il vient le tabasser juste avant de partir sur le ring, puisqu'a priori les deux hommes s'affrontent. Elias, le rocker qui marche seul, contre Noé José, le danseur qui a toute une troupe. Le match est pas très bon. On va en parler. Tu vas me donner ton avis, mais voilà, je donne le mien de suite. Il se passe pas grand chose dans ce combat. C'est pas terrible. Et Elias l'emporte assez anonymement. Enfin, il place anecdotiquement, il place son finisher, le drifter. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, comme t'as dit. Écoute, Ouais. ce qui est marrant en fait, c'est que dans le segment avec Alexa quand la Conga Line arrive, elle engueule Otis parce qu'elle lui dit mais c'était pas prévu comme ça, tu devais arriver à la fin, à la fin de l'interview, c'est quoi ce beans quoi. Et puis donc ça c'est le moment un petit peu marrant. Et puis je signale quand même juste au passage que Alexa Bliss, je l'ai trouvée très belle. Elle était très en beauté lundi soir. Et donc c'est toujours agréable. Et et voilà, et comme tu l'as dit, après, le combat déjà est quand même très rapide, euh, très intéressant. Ça se termine avec un drift away, voilà, et Elias gagne. D'ailleurs, il pointe le signe de WrestleMania, c'est assez marrant. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Et, et voilà, et très franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus parce que c'était un combat vraiment sans intérêt. Et voilà, j'y ai pas trouvé. Ouais, voilà, on peut pas dire que j'ai été super emballé par cette partie-là, quoi. Non, moi j'étais un peu intrigué hein, parce que de mémoire, c'est vrai que le No Way José, c'est bon, c'est clairement un low carder, mais on le voit très très peu quand même à Raw. Et bon, là j'attendais de voir s'il pouvait sortir un truc un peu correct, un peu. Puis en fait non. Hein.
Ouais, on lui donne pas tant. Enfin, On l'a pas trop donné No sa chance. Way Rosé, on lui donne pas de temps de ring. Je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois qu'il est arrivé dans Raw, déjà on le voit pas énormément. Et le peu qu'on le voit, en fait, à chaque fois, il a pas de temps, il a pas de temps dans le ring. Donc du coup, moi je l'ai vu à NXT, je sais pas pour toi, mais moi je l'ai vu à NXT faire des combats beaucoup plus longs. Et No Way Rosé, il est capable de nous faire quelques trucs sympas dans le ring. Mais là, franchement, le combat a été expéditif, quoi. Ouais, Donc ben moi je me souviens de matchs plutôt sympas, notamment. Alors évidemment, c'était contre Austin Aries. Hein, là, on sait que Elias c'est pas non plus le mec qui va réussir à transcender son adversaire, mais ouais, c'était pas très très bon quoi. Écoute, on enchaîne. Est-ce qu'on va gagner en qualité in-ring? Je ne sais pas. En tout cas, on gagne en émotion et on gagne en charisme, puisque c'est Kurt Angle qui arrive. Kurt Angle qui est donc acclamé, hein, le public de Chicago sait reconnaître une légende quand même. Et Kurt Angle, il est dans sa tournée d'adieu, dans son farewell tour. Hein, il va avoir un match ce soir, il va avoir des matchs tous les Raw jusqu'à WrestleMania. Et à WrestleMania, il aura son tout dernier combat. Et il nous explique qu'il a choisi son adversaire. Alors il y a beaucoup de gars qu'il aimerait affronter, mais il y en a un seul qu'il veut battre, qu'il veut humilier. C'est celui qui l'a humilié ces derniers mois et qui a fait de lui, qui a fait de sa vie un enfer, nous dit-il, je crois. Ouais, c'est ça, hein, les mots sont forts quand même. Et celui qui lui a coûté son poste de manager, c'est Baron Corbin. Donc le dernier match de Kurt Angle à WrestleMania, ce sera contre Baron Corbin. Déjà, est-ce que première réaction, Chris, content? what the fuck? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors écoute, je vais tout de suite te dire moi ce que j'en pense, c'est que je pense que ce combat n'aura pas lieu. Alors je peux peut-être complètement me tromper, hein, dans les commentaires, les auditeurs, flagellez-moi, hein, mais moi je pense que ce combat n'aura pas lieu. Parce que je ne le comprends pas en fait. Je comprends même pas que ça soit corps. Alors je comprends sur un point de vue kayfabe. C'est-à-dire que Baron Corbin, effectivement, ça a été celui qui lui a pourri la vie à Kurt Angle quand il était général manager, qu'effectivement il a certainement tout un tas de griefs envers Baron yeux de veau Corbin, mais je ne comprends pas qu'à WrestleMania, pour le farewell match de Kurt Angle, on lui colle Baron Corbin dans les pattes. Je t'avoue que alors là, moi ça m'a, moi je t'avoue que j'ai été sidéré. La semaine dernière avec Giscard, on a envisagé plein de scénarios Oui, possibles pauvre petit que pour vous étiez. Kurt Angle, et on n'avait pas envisagé Baron Corbin. Et là, Kurt, il arrive et il nous annonce, ah bah moi je veux affronter Baron Corbin. Et j'ai envie de lui dire, mais Kurt, mais non, mais Kurt, arrête de prendre des champignons, quoi. Euh, Affronte-le la semaine prochaine, à la limite. ouais, exactement. Affronte-le lundi prochain à Raw et puis règle le problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de croire au fait que ce match n'aura pas lieu. Voilà. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose scénaristiquement et que Corbin va être éliminé de l'équation du farewell match de Kurt Angle. Ouais. J'ai- j'ai- J'espère franchement. On verra, hein, mais Euh, Écoute, moi j'y vois une certaine, comment dire, une certaine logique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une vieille légende va donner ouais, un peu de ouais. son prêt. Mais bon, alors moi j'ai pas connu Kurt Angle dans ses grandes heures, mais c'est quand même une vraie légende de la WWE et du catch. L'année dernière, voilà, c'était quand même face à Triple H, Stephanie McMahon, tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'est-ce que moi par exemple j'avais trouvé vraiment excellent ce segment de bah, qui ne sera pas son segment de retraite, mais ce match contre Drew McIntyre justement qu'il avait fait taper à sa propre prise. Là il y avait eu quelque chose ce soir-là quoi. Et là Corbin, bon, ça prouve en tout cas que la WWE compte encore pas mal sur ce bonhomme. Mais écoute, je vais me ranger derrière ta théorie. Je vais espérer que ce combat n'aura pas lieu. Il nous reste 3 semaines encore. Hein. C'est un espoir, hein. Je me dis, mais en fait, c'est justement pour ça. C'est ce que tu as dit, c'est important là, c'est parce qu'il reste 3 semaines. Donc j'ai cet espoir hein, que en fait, durant les 3 semaines, il se passe quelque chose entre Kurt et Baron Corbin et que l'histoire soit réglée et puis qu'il y ait un catcheur d'un autre level qui débarque et qui dise non, non, mais on va tout arrêter, genre John Cena, tu vois. Ça aurait été génial, quoi. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Surtout que John, pour l'instant, il a pas de programme. Donc, si tu veux, franchement, moi j'aurais trouvé ça génial qu'il y ait un Cena Angle à WrestleMania. Et puis on parlait de Moneymaker, voilà, je pense que ça c'est un match qui ferait plaisir à l'ensemble du WWE Universe et c'est assez incompréhensible. Hein. Enfin, kayfabe, encore une fois, au niveau du kayfabe, je peux comprendre,
Mais en termes de star power, j'ai beaucoup de mal à comprendre un Kurt Angle versus Baron Corbin à WrestleMania. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire cette affiche-là, ok, mais pas à WrestleMania et pas pour la dernière, quoi. Mais Ouais, c'est une affiche d'Euro. Je sais pas ce que t'en penses, mais un Baron Corbin versus Kurt Angle, c'est une affiche d'Euro, pas une affiche de WrestleMania, merde. Surtout pour un match d'adieu d'une légende de la WWE comme Kurt Angle, quoi. ouais, après, si c'est mon point de vue, n'importe quel match où il y a Corbin versus quelque chose, c'est pas un match de WrestleMania, donc c'est. C'est pas faux. Alors bon, ce soir en tout cas, il y a un match qui a eu lieu du Farewell Tour, c'est Chad Gable qui est là, on continue un peu les hommages, puisque Gable il a un style qui est assez semblable à Kurt Angle, les deux hommes se montrent beaucoup de respect au début avant l'affrontement. Le match en lui-même, Kurt Angle contre Chad Gable, écoute, là encore je vais décrire en donnant mon avis, mais c'est très lent, il se passe pas grand-chose. Beaucoup de soumissions, on se tient au sol. On a même les premiers, on en aura pas beaucoup ce soir à Chicago, mais un peu quand même les premiers chants CM Punk qui montrent que le public est pas dedans. Chad Gable essaye quand même de placer lui aussi l'angle lock à Kurt Angle. On a quand même quelques séries de souplesse. Et puis au final, Kurt Angle va réussir à coincer son adversaire au milieu du ring dans la ankle lock pour la victoire. Kurt Angle va gagner, je pense, à peu près tous ses matchs du Farewell Tour jusqu'à WrestleMania. Corbin en profite pour venir à la fin du match et pour dire en gros que qu'il a accepté le challenge, quoi. J'ai pas souvenir qu'il ait dit autre chose de très intéressant, mais qu'il allait finir avec la carrière de Kurt Angle à WrestleMania. Ouais, il dit que ça va lui faire plaisir d'humilier Angle à WrestleMania pour terminer sa carrière. Écoute, ouais, le match c'était pas génial. Alors bon, moi ce que je trouve sympa, c'est que la semaine dernière c'était Apollo Crews, cette semaine c'était Chad Gable, et que effectivement Kurt Angle du coup, je pense qu'il affronte un peu les petits jeunes qu'il apprécie particulièrement dans le roster. Pour le coup, Chad Gable c'est un catcheur qui est très proche de Kurt Angle au niveau moveset, etc. Tu disais que la foule chantait CM Punk, mais la foule elle a beaucoup chanté USA aussi, quoi. On a eu beaucoup de USA, USA, USA. Bon, le match était pas génial. Bon, après, moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Pour moi, Kurt Angle, il est complètement cramé, il est brisé de partout et ça se voit, Ouais, c'est terrible. c'est difficile de voir les autres aussi catcher comme ça avec le frein, quoi, parce que ben. Bah, clairement, que ça soit Cruz la semaine dernière ou que ça soit Gable cette semaine, tu sens que les jeunes, ils y vont mollo, quoi. C'est pas, c'est, on sent que clairement, ouais, ils y vont avec le frein à main, quoi. Mais ça peut être c'est compréhensible, quoi, hein. Dans quel état il est, le Angle, je trouve ça assez, assez terrible pour le Kurt quand même. Mais bon, le match était, franchement, il n'y avait pas grand intérêt dans ce match-là non plus, hein. Ça fait malheureusement, c'est le deuxième match de consécutif dans ce Raw où encore une fois un match sans intérêt. Et puis après, bah pour finir, voilà, la victoire de Kurt. Comme tu l'as dit, Kurt, je pense, va gagner tous ses matchs à Raw d'ici WrestleMania. Et il va affronter que des jeunes. Mais ça, c'est très bien. Alors ça, par contre, c'est un truc que je rends hommage à Kurt pour ça. C'est que voilà, il met en valeur les jeunes. Alors effectivement, il les gagne les matchs, mais quand même, il offre aux jeunes du temps d'antenne et je trouve que c'est tout à son honneur. Après, voilà, bon, derrière, on a Baron qui débarque, qui dit qu'il va humilier Kurt. Voilà, il fait une promo de heel hyper classique. Bon, voilà, c'est sans plus, quoi. Donc le drame, c'est que Kurt Angle va battre tous les petits jeunes qu'il apprécie et il va perdre contre Baron Corbin qui nous emmerde. On verra, écoute, on va partir vers un peu plus de douceur, on va revenir un peu chez les femmes et ces fameuses ceintures féminines par équipe. On a Sasha Banks et Bayley au milieu du ring, les deux championnes interrogées par Charlie Caruso. C'est assez fréquent pour elles d'être interviewées comme ça au milieu du ring. Bon, elles sont allées donc elles ont été à NXT, c'est ça. Elles sont à Raw, mais elles sont réclamées par The Iconics à SmackDown. Et ben écoute, Sasha et Bayley nous répondent que, le lendemain soir, demain soir, donc ce soir à l'heure où nous parlons, elles seront à SmackDown pour défier les Iconics qui réclament leur chance pour ce nouveau titre par équipe.
Mais là ce soir, eh ben, elles sont interrompues par Beth Phoenix et Natalia, donc les deux Divas of Doom, qui se sont reformées. Beth Phoenix prend le micro pour expliquer que c'était à Fastlane, donc elle a été attaquée par Nia Jax et Tamina, donc elle était très contente, elle nous dit Beth Phoenix, d'assister à cette évolution féminine en simple commentateur, consultante, mais que là le dragon a été réveillé, hein, ça a réveillé son envie de combattre, et du coup Beth Phoenix et Natalia défient Sasha Banks et Bayley pour un match pour le titre, pour ces fameuses ceintures à WrestleMania. Bon, déjà, belle annonce, hein, c'est quand même assez prestigieux d'avoir une Hall of Famer. C'est ça, hein, Beth Phoenix, elle est au Hall of Fame, hein, je me trompe pas. Ouais, donc ouais, ça met un peu de prestige pour cette ceinture. Alors Bailey a une réponse assez bizarre. Elle lui dit bon, mais ok, c'est cool, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Genre, t'es pas prête? Ouais, Est-ce ouais. que tu veux pas peut-être Elle lui dit que est-ce qu'elle est sûre qu'elle a eu assez de temps pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir être opérationnelle. Elle se fout un peu d'elle en Ouais, le fait, hein, truc. clairement quoi. Ouais, ça c'est le truc qu'on demande jamais en plus au catch. Les mecs sont toujours prêts, même 6 ans après, genre Batista, tout ça. Et donc ça se chauffe un peu, hein, notamment Sasha Banks qui elle, pas tout à fait dans la bienveillance comme Bailey, hein, elle aime bien mépriser. Hein, elle va dire à Natalia, en gros, ah ouais Natalia, si t'as un match à WrestleMania, ça sera vraiment grâce à Beth Phoenix parce que toi, en gros, tu vaux que dalle. Donc elle prend une belle baffe dans sa tronche et oui, tu veux Non, non, réagir? non, non, je réagissais à la baffe dans la tronche. Ouais. Et donc, bah, le temps d'une petite coupure pub, hein, si ma mémoire est bonne, on se retrouve avec un Sasha Banks contre Natalia, là, entre les cordes. Ah, Teddy Long a frappé. On a un euh, tag team match. ah oui, mais on n'a pas un tag team match, hein. Ah non, t'as raison, on n'a pas un Mais non. tag team match. Oui, Mais oui, non. c'est un nom. Elles sont ringside. C'est ça. Oui, exact. Elles sont ringside, et alors justement, le match dure pas très longtemps, là aussi. Il s'est pas passé grand-chose hein, entre Sasha Banks et Natalia, avec effectivement Beth Phoenix d'un côté et Bayley de l'autre. Parce que tout d'un coup, au moment en plein affrontement, Nia Jax se pointe sous le titantron avec un micro. euh, et de l'autre côté, pendant qu'elle distrait un petit peu l'attention en disant que voilà que Beth Phoenix elle a mérité ce qui lui arrivait en gros, et que c'était elle, Nia Jax, c'était elle les forces en présence, et bah Tamina arrive de l'autre côté, distribue une volée de kicks, de super kicks, hein, ce qui pousse l'arbitre à arrêter le combat. Et les deux Samoans eh bien, vont s'en aller ensuite bras dessus bras dessous après avoir semé donc le chaos au milieu du ring. Donc bon, il y a du monde là dans ces tag teams féminines. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on va plutôt vers un triple threat, voire même fatal four way là Ouais, avec peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, toute cette Naya, à la équipe? fin du segment, elle donne rendez-vous à WrestleMania. Ouais, je sais pas trop quoi en penser en fait de ça, si tu veux. Avec Giscal la semaine dernière, on avait imaginé un scénario avec un triple threat, avec une équipe, avec Sasha Banks et Bayley, donc, et puis avec une équipe de SmackDown et une équipe de NXT, par exemple, pour le titre féminin par équipe. Bon, bah, je crois bien qu'on se dirige pas vers ça. Euh, non, ça n'en prend pas le chemin. J'ai l'impression que Nia Jax et Tamina sont remis dans la course au titre, donc bon, c'est un peu à mon grand désarroi, je te cacherai pas. Parce que bon, je trouve vraiment Tamina et Naya dans le ring, c'est vraiment, je les trouve catastrophiques, même si Tamina, pour le coup, comme tu l'as dit, a mis une bonne volée de super kick et plutôt réussi sur ce coup-là. Ouais, c'est un move. Ouais, voilà, ouais, c'est bien le problème avec Tamina d'ailleurs, hein, c'est que c'est un. Après, je suis un petit peu interrogatif là-dessus. J'ai du mal à envisager ce match-là de Tag Team Division féminine là. Je sais pas trop vers où ils vont. Bon, je me dis qu'il reste encore 3 semaines, donc du coup ils vont construire encore des choses. Mais effectivement, peut-être que effectivement, je pense que s'ils font intervenir une Hall of Famer dans l'histoire, je pense pas que ça soit pour qu'elle enfile des perles. Donc il y aurait des chances que cette équipe Divas of Doom vienne faire un tour à WrestleMania dans le cadre de ce titre-là. Après, ce que je trouve sympa, par contre, si tu veux, c'est le fait que Bayley et Banks aient annoncé qu'elle serait à SmackDown et que donc elles avaient l'intention, la ferme intention d'affronter les Iconics. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'enfin, ça lance l'histoire de Bayley et Sacha qui ont annoncé dès le début du titre, dès la prise de
titre elles allaient défendre le titre partout. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, bon, clairement sur ce Raw, le combat a été très très court parce que bon, se termine en no contest et ça a été d'une qualité très moyenne. Alors, troisième match très très moyen, donc voilà, je sais pas, moi Nia Jax et Tamina, j'ai du mal. Oh là 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 là, écoute, j'ai vraiment du mal. Donc je préfère voir en fait Sacha et Bailey face à Beth Phoenix et Natalia que face à Nia Jax et Tamina. Mais je crois qu'on n'échappera pas aux deux powerhouse dans la course au titre. Oui, alors moi du coup là, ma théorie peut-être, hein, ce serait que c'est parce que Nathalie et Beth Phoenix, bon, surtout Beth Phoenix, hein, elle est pas venue depuis 6 ans, donc pour nous c'est une légende, mais elle parle peut-être pas aux plus jeunes. Moi je les verrais bien s'affronter ces deux équipes-là pour le title shot en fait, et je verrais bien Nia Jax et Tamina servir plutôt de rampe de lancement. Parce que si nous refont un match à 4 ou 5 équipes, en fait, on l'a déjà eu à Elimination Chamber, donc voilà. Bon, bah écoute, on alors un petit court segment pour se dérider un petit peu, hein, un segment qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mojo Riley a parlé à son miroir dans l'obscurité à nouveau, hein. Euh, Écoute, c'est un petit peu à l'image de Lacey Evans, quoi. J'ai envie. Ah, tiens, Ah non, d'ailleurs, elle n'est on pas l'a venue pas vu, cette non? semaine. Enfin, en tout cas, elle n'était pas là. Écoute, Mojo Rawley, je sais pas ce qu'ils veulent en faire de lui, mais même son segment face au miroir, là, c'est quand même un peu catastrophique, quoi. Je, je, Ouais. je sais pas, ils ont apparemment, la WWE, il y a quand même de l'espoir avec Mojo Rawley. C'est beau l'espoir. Ouais, après bon, on connaît, hein. Enfin, on en a vu pas mal de low carders avoir des petits segments comme ça. Moi, ça me fait penser à quand on avait eu aussi, comment il s'appelait, Abed Darren Young là, quand il avait les petits segments motivationnels avec, mince, j'ai perdu son nom aussi. C'est ça, c'est Comment il s'appelait? trucs motivationnels, là, je me souviens Avec plus. avec le vieux, celui qui avait les bretelles là. Oh putain, je t'avoue, je me souviens même plus, tu vois, pour te dire à quel point ça m'avait marqué, ça, les trucs de Dar. Ah oui, avec Bob Backlund. Oui, voilà. Avec le Chicken Wing. Ah oui, exact, exact. Oui, c'est ça, c'est avec Bob Backlund. Donc, next, voilà. Petit rappel petite plongée dans les eaux troubles du passé. Écoute, on va peut-être en parler à la fin de ce Raw, hein, de la tenue globale de ce show, mais on enchaîne sur un autre match. Ricochet, The One and Only. Énorme grosse pop, hein, ça marche bien, moi je trouve Ah ça. ouais, ah ouais, ah ouais. Il a eu une grosse pop là, Chicago, là, super bien accueilli, hein. Bah, c'est Spider-Man en même temps, ce mec, hein, donc. Alors malheureusement, en face de lui, c'est pas vraiment Spider-Man, c'est plutôt une sorte de gros tas de viande, de gros tas de muscles, puisque ouais, alors là, quand on te dit, les gars, on a Ricochet dans le roster, voilà, tout ça, il est en solo parce que a priori, Aleister Black est retourné aux Pays-Bas quelque temps. Eh bah, dis donc, qui c'est qu'on a de disponible? Ah, ça ferait une bonne affiche contre Jinder Mahal, hein, les gars? Et ben, et ben, honnêtement, j'ai pas trouvé que ça faisait une très bonne affiche que ça, hein. Ça prouve que même Ricochet, on peut pas faire des miracles. Surtout, ça a été rapide encore une fois, mais ça m'a paru presque trop long. Alors pas comme d'hab, hein, Ricochet il domine au début grâce à sa vitesse. Ensuite, bah il y a les Singh Brothers qui créent une déconcentration. Donc Jinder Mahal il prend le dessus, il utilise beaucoup son poids, sa force. Et puis on a, ben voilà, Ricochet reprend le dessus. Hein, il arrive à faire un saut périlleux par-dessus la troisième corde et à tomber sur les trois Indiens en même temps. Et puis à la fin, bah, il place son, je sais même plus combien ça fait en français. C'est quoi ce prix là? 650 Son 630. 630, ouais, 630 splash là. Et il l'emporte. Donc une victoire quand même, comme nous rappelle Michael Cole, une victoire de prestige contre un ancien champion du monde. Et oui, Jinder Mahal l'a été. Hein, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez ou pas regarder ça sur le network. Bon, grosse pop quand même de Ricochet. Hein, le public a bien adhéré à son personnage. Mais là, on est vraiment dans le combat peut-être le plus insignifiant qu'il nous a fait là depuis qu'il est arrivé. Ouais, mais c'est pas de ça. Enfin, franchement, je pense que ce n'est pas de sa faute. Il a une méga pop, il est extraordinaire dans le ring. Et
Bah, on l'a mis face à Jinder Mahal, quoi. Je crois que tout est dit rien qu'en disant le nom du catcheur là. Et d'ailleurs, pour le coup, hein, je te dis, ça t'a paru long, mais en fait, le combat a été très très rapide, hein. Il y a la distraction des Singh Brothers derrière. Je crois que l'un des rares coups que prend Ricochet, c'est une grosse clothesline de Jinder Mahal avec une petite période de domination, quoi. Et puis voilà, bon, il lui fait un super running shooting star press, quoi. Euh, Vraiment magnifique. Enfin, de toute façon, il est incroyable. Enfin, moi, Ricochet, hein, j'adore, hein. Moi, je suis un fan de la première heure. Je l'ai suivi un peu à la NJPW, mais surtout, je l'ai suivi principalement à la Lucha Underground. Et c'est un catcheur phénoménal. Ce gars, il m'émerveille, quoi. Et je pense que le backflip suicide dive là, qu'il met sur les trois, pas beaucoup de catcheurs à l'heure actuelle dans le roster qui sont capables de sortir un move pareil. Et puis il termine avec son signature move, quand il termine avec son 630, voilà, il célèbre, Mahal disparaît et c'est tant mieux pour nos yeux. Oui, oui, non, pour lui, bon, enfin, c'est vrai que c'était pas un adversaire idéal. C'était vraiment une petite soirée de transition pour lui, mais pour garder le personnage et pour l'occuper, on verra, hein, là encore, toujours un peu de curiosité pour le programme de cet homme-là. Jinder Mahal, bon, il est à sa place, hein, comme tu as dit, un low carder qui perd rapidement. On n'en a jamais voulu plus pour lui de toute façon, donc c'est très bien. En coulisses, nous retrouvons rapidement Seth Rollins en direct des studios, hein, qui nous dit que ce soir il va affronter donc Drew McIntyre. Il va le faire pour Dean Ambrose, donc pour venger Dean, pour Roman, donc pour venger Roman Reigns, et aussi un peu pour Brock Lesnar, hein, pour épater un peu le monstre avant leur match à WrestleMania. On passe à un affrontement pour un titre, et c'est le titre féminin qui est défendu ce soir. Alors c'est Ronda Rousey qui affronte Dana Brooke, hein. Dana Brooke, elle a gagné sa chance. Très très grosse affiche. Elle a même droit à un petit interview dans les vestiaires juste avant de franchir les rideaux. Là, c'est toujours émouvant. Elle a vraiment une gimmick de neuneu, hein, un peu Dana Brooke, et en plus de petite fille, voilà, elle est très victimisée, hein, parce qu'au micro, je sais plus qui est l'intervieweuse, mais elle dit ah ouais, mais quand même, est-ce que t'es sûr de vouloir y aller, parce que bon bah voilà, Ronda aussi quand même, bon toi, voilà quoi, t'es pas non plus un avion de chasse, etc. Donc Dana Brooke, elle dit qu'elle est prête, elle monte sur le ring et elle perd, alors, puisque le match dure 3 secondes. Là, ça m'a paru rapide, je l'avoue. Euh, Juste le temps d'être prise dans le armbar, elle abandonne, mais Ronda Rousey ne lâche pas. Dana Brooke, elle hurle de douleur. Tous les arbitres et la sécurité arrivent, alors que bon, bah c'est pas comme si ça arrivait régulièrement, hein, qu'un mec ou une fille garde la prise un petit peu longtemps. Ronda Rousey descend du ring, elle retrouve son amoureux qui est là, hein, c'est très touchant, sauf qu'elle met une baffe à la sécurité et que ce cher monsieur, dont je ne connais pas le nom, va lui aussi attaquer un agent de sécurité. Donc là on a un couple diabolique, hein, qui se forme, et ils vont tous les deux regagner les vestiaires par le côté spectateur, hein, puisque monsieur Rousey était assis sur son siège en première loge, et ben il ramène sa femme. Il ramène sa femme à la maison. C'est un peu bizarre, je trouve, là, quand il y a ni Charlotte ni Becky Lynch, hein, puisqu'on verra pas les deux de la soirée. Bon, c'est histoire de faire une Ronda Rousey vraiment très heel, mais ça sort un peu. Je sais pas, ça me semble un peu forcé, moi, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, alors pour l'info, le mari de c'est Travis Brown, c'est un combattant MMA. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais quand même un truc assez incroyable, c'est que quand elle est repartie avec son mari, je vais l'appeler son mari, quand elle est repartie avec lui, elle a même pas pris la ceinture. Ah, j'ai pas fait gaffe, non, c'est possible. Ouais. Abandonnée, elle est même pas repartie avec la ceinture. Euh, Ah bah du coup, le titre est vacant. oui, peut-être, oui. Bah c'était ça l'histoire il y a 2 semaines, Oui, donc. c'était l'histoire d'il y a 2 semaines, c'est vrai. Euh, Ouais. Franchement, le match, bah, tu l'as dit, hein, ça a duré 3 secondes. Voilà, quoi. En fait, elle a mis un coup de genou, un takedown et l'armbar. Point. Pas terminé. Bon, en même temps, de Dana Brooke, on pouvait pas attendre des milliards de choses non plus. Et après, effectivement, ce truc de se retrouver avec toute la sécurité qui débarque et enfin, je sais pas, ça avait pas d'intérêt. Tu vois, enfin, moi, j'ai pas, c'est même pas que j'ai pas compris, c'est que
Oui, voilà, effectivement, on veut rendre Ronda de plus en plus heel, et donc bah, la manière qu'on a de la rendre heel, c'est de la faire tabasser un ou deux officiels, et puis que son mari vienne participer à l'affaire en mettant un bon coup de coude à un mec de la sécurité. Bon, voilà. Je suis pas forcément convaincu que c'est la meilleure des manières de rendre Ronda encore plus crédible. Pour moi, Ronda, elle est crédible par rapport à son in-ring, mais est-ce que développer la storyline en la présentant de cette manière-là, c'est la meilleure des choses? J'en suis pas super convaincu. Euh, Dana, la pauvre Dana, quoi. C'est marrant parce que Charlie Caruso, dans l'interview au tout début, avant le match, elle lui dit que Ronda, elle a déjà attaqué ses deux adversaires de WrestleMania, etc. Et puis que bon, bah, sans vouloir te vexer, Dana, toi, t'es juste Dana, quoi. Et donc déjà, ça met dans l'ambiance, hein. On se dit, bon, bah, c'est de la chair à canon, Dana, quoi. Et ça a été la réalité du segment et du match, ça a été ça. C'est que Dana, elle était là pour faire de la chair à canon, et puis voilà. Très franchement, c'était pas très intéressant, hein. Non, puis moi alors, je sais pas hein, quel est le but derrière, mais je trouve que si le but est de prendre, en fait, on prend pas pitié pour Dana Brooke, on la voit jamais, enfin, on est même pas, on savait qu'elle allait, enfin, à la limite, je trouverais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Mickey James d'ailleurs, elle est peut-être blessée, mais voilà, une petite légende là qui se fait tabasser ou, mais, enfin, Dana Brooke, personne n'imaginait que ça dure, enfin, c'est comme si on envoyait Mojo Rawley contre Brock Lesnar, quoi, Ouais, c'est un c'est- peu ça, ouais. Ouais, c'est un choix un peu étrange. Je crois que il faut occuper Ronda Rousey. Si tu veux, on a eu un débat là-dessus avec Giscard la semaine dernière, parce que bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait le moins d'interactions possible dans le ring entre Ronda, Becky et Charlotte d'ici à WrestleMania pour garder la fraîcheur du combat, tu vois, à WrestleMania. Donc moi, finalement, quelque part, je suis pas contre le fait qu'on expédie, qu'on fasse faire des squash à Ronda. Je suis pas contre ce fait-là. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'ils construisent un petit peu mieux ces squash, quoi, et que là, pour le coup, finalement, c'était presque plus impressionnant d'envoyer enfin, en tout cas, dans le choix des bookers, apparemment, c'était plus impressionnant d'envoyer la sécurité face à Ronda que d'envoyer ah Dana bah Brooke. oui. Clairement. Mais t'as raison, hein. C'est vrai que Ronda aussi, elle bouffe du squash, quoi. Enfin, avec le Riot Squad. Ah, pour l'instant, Enfin, elle démonte tout le monde, hein, de toute façon, hein. ouais, Elle ouais. est présentée, elle est présentée surpuissante quand même. Elle nous est présentée comme étant surpuissante, et que actuellement il n'y a aucune fille dans le roster à part Charlotte et Becky qui sont capables de tenir dans le ring face à elle. Ouais, mais en même temps, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle est surpuissante, mais elle va avoir là, à mes yeux, sa première vraie adversité, parce que, tu vois, je fouille un peu dans ma mémoire là, mais ok, bon, Dana Brooke, c'est bien gentil, on a eu Ruby Riott et toutes les autres, on a eu qui en fait sur la route on a eu Natalia, on a dû avoir Nikki Bella, bon, Ouais, euh, on a si, on eu a eu Nia Jax il y a longtemps, et puis Alexa Bliss. et le Riot Squad, quoi. Le Riot Squad qui a été, en fait, le Riot Squad qui a été sa plus grosse adversité jusqu'à présent. Ouais. Ouais, bon écoute, en tout cas, comme tu dis, on attend WrestleMania là de plus en plus. Là, on a envie quand même de voir ce très gros match, mais c'est pas ce genre de moment-là, je trouve, qui rajoute de l'intensité à ce futur affrontement. Écoute, on va continuer à parler WrestleMania évidemment, hein, puisqu'on est dans la saison. Baron Corbin qui aura donc peut-être pas un match contre Kurt Angle à WrestleMania, ça c'est ta théorie. Il est là en coulisses et c'est Apollo Crews qui vient le défier pour un match ce soir, donc il accepte sous les yeux des Revival qui se promènent torse nu en slip de combat avec leur ceinture mais qui ne catcheront pas ce soir. Bon, pas voilà, j'ai toujours très. Il faut être prêt, hein, eux pour le coup ils étaient prêts, ils sont en tenue. On a donc un combat entre Apollo Crews et Baron Corbin, qui encore une fois ce soir hein, n'est pas une très grande rencontre. J'ai rien noté, j'avoue de spécial. Je me souviens qu'il y a eu un. Attends, il n'y a pas eu un Deep 6 contré à un moment qui a été sympa. Euh, mais bref, en tout cas, il y a un End of Days qui est préparé par Baron Corbin et qui est contré. Et un petit roll-up et victoire d'Apollo Crews. Hein, grosse,
en tout cas surprise pour ma part, hein, Baron Corbin qui se retrouve comme un idiot à perdre cet affrontement et Apollo Crews est félicité par Kurt Angle qui vient en rajouter des caisses hein, pour énerver un peu son futur adversaire. Donc bah voilà, nouvel adoubement de Kurt Angle envers Apollo Crews et Baron Corbin, bah, mauvaise soirée lui pour lui. Hein. Ouais. C'était un mauvais match, hein. Ouais, On est d'accord. on est d'accord. C'était très court. Bon, encore une fois, c'est ce que je me dis. J'essaie toujours de me consoler avec ça. Je me dis que heureusement, les mauvais matchs sont souvent très courts à Raw. Euh, et effectivement, ce end of day contré pour avoir un petit paquet d'Apollo Crews, c'était assez marrant finalement. Bon, c'était mais c'était sans plus. Encore une fois, et on n'avait pas vraiment envie d'être hypé. Et effectivement, je constate que Angle, il vient encore mettre over Crews, avec qui il a l'air de vraiment s'entendre, vraiment, vraiment quoi. Mais c'est vrai que Kurt Angle a beaucoup de fils cachés. Mais écoute, ouais, on va pas y passer des heures encore dessus parce que encore une fois, encore un match très médiocre et voilà. Bon, écoute, ça permet de mettre Cruz un peu over, de le relancer un petit peu dans le roster de Raw où il était quand même pas mal absent ces derniers temps, où il fait que des petites apparitions. Il avait perdu la semaine dernière face à Angle. Là, il bat Corbin. Voilà, oh là là, c'était dur ce Raw. Hein. On en parlera à la fin, mais c'était dur. Hein. Autant la semaine, tu vois, pour le coup, la semaine dernière, moi, j'avais été assez enthousiaste et je pense que Giscal aussi. Il y avait eu pas mal de bons moments dans le Raw de la semaine dernière. Autant là, tu vois, là, juste en parlant là tous les deux, là, on se rend compte qu'au fur et à mesure des matchs là qu'on vient déjà de reviewer, c'est difficile, hein, c'est difficile. Il y a eu on n'a pas fini, hein, on verra tout à l'heure, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de segments. C'est vrai que des fois, il y a moins de, et tout a été passé en revue, quoi, les filles, les machins, les équipes, mais du coup, il y a ouais, pas beaucoup de qualité in-ring. Bon, alors on quitte complètement le ring pour ce segment suivant. On va via satellite, puisque on va interroger Batista dans son salon, ou je ne sais où, hein. Batista qui nous accueille avec ses lunettes de soleil de star. Il est interviewé directement par Michael Cole. Alors la question c'est pourquoi pourquoi Batista, mais pourquoi tant de haine, pourquoi est-ce que vous avez voulu tellement fort ce combat contre Triple H, hein, d'où ça vient cette haine? Alors Batista il explique que Triple H s'est servi de lui, il a manipulé, il en a fait un peu sa bête de foire, hein, sa montagne de muscles, il l'a utilisé surtout, hein, il l'a manipulé quoi, qu'il l'a abandonné en plus ensuite, qu'il l'a laissé tomber, et que Triple H était jaloux en fait de la puissance de Batista, qu'il avait peur de lui, qu'il avait peur d'être dépassé un peu, et que en gros depuis que Batista a quitté la WWE, bah voilà, il est devenu une superstar, il a fait des films, des blockbusters. Michael Cole sort une phrase un peu bizarre en mode oui mais non parce que avec moi Triple H il a été gentil quand même depuis le début. Alors Batista il dit non mais ouvrez les yeux Michael Cole, vous êtes employé par un vil personnage, voilà, par un calculateur, par un cérébral assassin, là, il vous utilise, hein, il fait de vous ce qu'il veut, tout ça, il a pas de cœur et puis bah il s'en va, hein, Batista est poussé, il a énormément de rancœur on sent donc il s'en va, il arrache son oreillette et il quitte l'interview donc voilà on en restera là pour les explications mais bon, est-ce qu'elles sont convaincantes, ces explications de Batista? Est-ce qu'on avait besoin d'explications? Je ne sais pas, Oh, mais j'ai on en trouvé ça a. très On mauvais, en a mon eu. bon Rafa. Très mauvais. Et je sais pas si tu as fait attention, mais d'ailleurs, je pense que j'étais loin d'être le seul de penser ça parce que la foule, on va dire à la moitié du segment, ça a commencé à gueuler CM Punk et ça n'a plus arrêté. J'ai trouvé Baptiste très mauvais, j'ai trouvé Michael Cole très mauvais, ils sont complètement cons. J'ai trouvé ce segment catastrophique. Je t'avoue que je sais pas, j'aurais préféré. Alors il était à Tampa, il était le Batista là. Et Ouais, bah en plus, il joue beaucoup hein, sur ouais, le ouais, côté j'ai pas oui, envie de oui, venir tout à fait, à ouais. Raw. Et c'est vrai que depuis le début d'ailleurs, il plaint même quasiment qu'en fait il a pas tellement envie de se déplacer, que. Enfin, c'est assez étrange. Alors moi, ceux
qui est plutôt satisfait du fait de cette feud d'anciens là. C'est un match sur lequel j'adhère. Par contre, j'ai pas du tout adhéré au segment de lundi soir, quoi. J'ai trouvé Batista très mauvais, j'ai trouvé Michael Cole très mauvais, et la réaction de la foule en fait m'a rassuré. Quand j'ai commencé à entendre les CM Punk, je me suis dit ah bah y a pas que moi qui me fait chier. Tu vois? Je me suis dit si même les Américains dans la salle s'emmerdent, je pense que bon bah là du coup je peux valider le fait que moi aussi je suis en train de m'emmerder là. J'ai trouvé les arguments, enfin très franchement, enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre que le fait que j'ai trouvé ce segment très mauvais. Et ouais, et d'ailleurs on n'aura pas vu Triple H hein, pendant ce Raw. Il y aura pas eu de réponse, il y aura pas eu de quoi que ce soit, il y aura même pas eu, tu vois, un petit caméo ou quelque chose. Limite à se demander si la WWE a pas trouvé elle aussi le segment assez mauvais et a pas voulu en rajouter des caisses par-dessus, quoi. D'ailleurs, et ça se termine, Batista gueule comme un putois hein, à la fin du segment, il gueule au technicien de quitter son bureau. C'est assez, c'est assez spécial, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, c'était un peu laid. Ouais, c'était, alors moi je suis peut-être pas aussi négatif que toi, parce que je sais pas, visuellement, je trouve que le Batista là, il a bien la gueule du méchant, il a bien la gueule de la rancœur et de l'aigreur et tout, mais après le contenu, ouais, comme tu as dit, Michael Cole, les questions étaient pourries, enfin voilà, il dit ah oui, c'est quand même vous dites que vous l'aimez pas trop, mais c'est un petit peu vague, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Enfin, c'était le contenu était très peu intéressant. Et de toute façon, je pense que ça, c'est le genre de segments qui sont faits pour la télé. Et déjà de base, quand t'es dans l'arène et que tu dois regarder le Titantron, c'est un peu chiant parce que tu viens quand même pour voir de l'action sur le ring. Et là, on n'a pas vraiment eu ce qu'il nous fallait. Moi, limite, j'ai envie que pour les 3 prochains Raw, peut-être pour le Go Home Show, ouais, que les deux se croisent sur le ring avec la sécurité et tout, mais maintenant que l'affiche est affichée, pas besoin d'en rajouter, quoi. C'est bon, on attend et puis ça va arriver. Ouais, et là, j'espère bien que Triple H va pas répondre. Enfin, je vois pas ce qu'il pourrait dire, qu'il a déjà. Voilà, enfin, on verra, écoute. On continue dans les grandes bonnes nouvelles. À moins que tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, je disais juste enfin, que je suis d'accord avec toi. Je dirais juste à la rigueur que en fait, je te rejoins sur le principe que moi, je suis content de voir Batista et je suis content de le voir en heel. Tu vois, moi, finalement, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je suis assez satisfait d'avoir ce match entre Triple H et Batista. Par contre, pour le coup, je me serais largement passé du segment de lundi soir, quoi, que j'ai trouvé très mauvais. Donc, voilà. Et alors, je sais pas si tu as trouvé le segment suivant mauvais. Enfin, c'était très court, hein, mais en coulisses, on retrouve Braun Strowman toujours à propos de cette feud avec les hosts de Saturday Live. Et ben, Strowman, il nous annonce que comme il est énervé, il a envie de taper des gens et que du coup, il va s'inclure dans la Andre the Giant Battle Royale de WrestleMania et qui va la gagner. Alors, moi je suis un peu, on en a beaucoup discuté, hein, je sais, du sort de Strowman et de sa position. Là, c'est pas du tout le genre d'annonce qui m'enthousiasme. Je suis pas le seul a priori, puisqu'on a Alexa Bliss qui arrive à toute vitesse et qui dit qu'elle va essayer d'arranger un peu le coup hein, entre Braun Strowman et les deux gars, les deux comiques là. Donc elle a en gros une semaine pour arranger ça. Hein. On verra sûrement la semaine prochaine des interactions. Si ça pouvait nous éviter d'avoir Strowman plongé dans un match complètement anonyme, je serais pas contre, mais en même temps c'est vrai qu'on voit pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre, donc on s'inquiète un peu, non? Ouais, mais écoute, moi je pense que ça y est, hein, malgré tout, on a Roman pour WrestleMania, hein, il va être dans la Andre the Giant Battle Royale, il va la gagner, à moins qu'il y ait effectivement une interaction avec les deux gars de Saturday Night Live et puis que du coup il se fasse sortir du match de manière un peu étrange. En même temps, pour moi, il m'apparaît comme l'énorme favori de ce match, hein, si effectivement il est dedans et que je sais pas, c'est encore une fois un Braun Strowman, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on se pose pas mal de questions sur son traitement. Là, il est déjà l'année dernière, ça avait été quand même déjà hein, l'histoire du tag team championship avec le fameux Nicolas, ça avait été quand même déjà assez particulier.
Alors qu'il est quand même hyper over auprès du public. Donc ça, moi, ça continue à me laisser pantois un peu le traitement de Braun Strowman. Alors bon, j'ai ouï dire dans les milieux autorisés que Brock Lesnar pouvait pas le blairer. Et, alors ça serait dans le locker room, quoi. Hein, tu vois, hors kayfabe, apparemment, Lesnar peut pas blairer Braun Strowman et apparemment ne veut pas avoir de programme, ne veut plus avoir de programme avec lui. Ah, ça c'est possible, mais bon, il y a une marge quand même entre les. Ouais, il y a une marge, ouais, donc si tu veux, mais bon, comme tu sais, Brock Lesnar, hein, il fait un peu la pluie et le beau temps hein, dans le locker room, quoi. Donc, quand Brock Lesnar dit quelque chose, j'ai l'impression que Vince acquiesce à peu près à tout. Donc, si effectivement Brock a décidé qu'il voulait pas de Braun Strowman dans son environnement, et ben du coup, ça fait qu'on se retrouve avec un Braun Strowman annonçant sa participation à Andre the Giant Battle Royale. J'ai un peu peur que, tu vois, que bah, je crois qu'il va falloir s'y faire. Hein. Je crois que Braun, effectivement, c'est son destin. Voilà, il va faire la Andre the Giant Battle Royale. Je pense qu'il va la gagner. Et puis voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Là, Alexa Bliss, elle est venue pour finalement apaiser un peu le monstre, mais et finalement, Braun, il lui a donné un peu la responsabilité d'organiser quelque chose pour la semaine prochaine. On va avoir une interaction avec les deux gars de Saturday Night Live. Mais je ne crois pas qu'il faut s'attendre à beaucoup plus. Non, non, mais t'as sûrement raison, hein. Je pense aussi que on a le programme booké, mais t'as raison, tu l'as dit, hein. On a encore un WrestleMania où Braun Strowman va vraiment avoir un rôle très, 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 très secondaire. Bon, on verra, hein. Ça peut être très bien. Il va peut-être éliminer les 29 autres gars et puis ça sera historique. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, plus globalement, du traitement de ce mec depuis 2-3 ans qu'il est là et qui est arrivé très 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 fort en cassant tout, qui nous a donné l'impression qu'il était en gros plus fort que tout le monde, hein. Il a soulevé des ambulances, il a fait tomber tout ce qu'il pouvait faire tomber, il a Super donné avec Roman Reigns, voilà, il a eu quelques gros moments, ouais quoi. ouais non mais il a donné l'impression d'être plus fort que ouais, plus fort que Roman Reigns, plus fort que Lesnar, plus fort que Samoa Joe, plus fort que le Big Show, plus fort que tout le monde. Et au final, il a jamais rien gagné. Enfin voilà, son palmarès c'est ça, c'est le titre tag team avec Nicolas et puis le trophée dégueulasse là de la Greatest Royal Rumble. Donc bon, peut-être que son heure reviendra. Hein. On a vu des cas comme notamment Becky Lynch ou Finn Balor, des gens qui passent 6 mois, 1 an, 2 ans un peu en eau de trouble avant de retrouver une grosse pop. Mais là c'est pas trop la bonne. Voilà, c'est pas encore son année. C'est pas encore son année de WrestleMania. Son année WrestleMania, ça, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pas son année WrestleMania. Alors moi, écoute, je suis un ou deux podcasts américains. Et, Mhm. et pour le coup, si tu veux, si je te parle de l'histoire de Brock Lesnar, c'est pas vraiment par hasard, mais c'est parce que pour le coup, c'est souvent évoqué dans différents trucs sur YouTube. Oui, Euh, c'est possible. De toute façon, on sait que quand les deux se sont affrontés, hein, on se souvient, il y avait eu cette fameuse anecdote où Braun Strowman a pas vraiment retenu un coup et a pris une bonne droite dans la gueule ensuite. ouais, ouais. Et depuis ce jour-là, bah, Brock Lesnar, il l'a blacklisté, quoi. Ouais. Mhm. Et ça, c'est un truc qui est régulièrement évoqué par les podcasteurs américains que vraiment, apparemment, il y a un vrai problème dans le locker room par rapport à ça, quoi. Et donc, je pense que, écoute, il va falloir attendre que la bête s'éloigne un peu de la WWE pour peut-être revoir Braun Strowman un peu plus haut dans la carte. Euh, Euh, ouais. Cela dit, Braun, il reste hyper over auprès du public. Oui. Il a toujours des pop terribles. Dès qu'il rentre dans les salles, il est tout le temps popé à mort. Donc, ils n'ont pas perdu encore le fil avec ce personnage-là. Ah oui, non. Mais c'est vrai qu'au final, bah, il a un programme qui est finalement pas très intéressant, quoi. Non, mais c'est l'avantage aussi, hein. C'est vrai qu'ils ont pas forcément besoin de. Voilà, le mec, ils l'ont sous la main. Il y a 2-3 gars comme ça qui ont un peu des pop très organiques. Hein. Finn Balor, c'est un peu ça. Hein. Même quand il avait des problèmes de merde, le simple fait de le faire entrer sur sa musique et tout ça, bon. On espère que ça reviendra pour lui. En tout cas, on va passer son sujet puisqu'on arrive au main event quand même à l'issue d'un long Raw encore une fois.
On se souvient de l'affiche, hein, Seth Rollins va affronter Drew McIntyre, ou plutôt Drew McIntyre va affronter le dernier membre du Shield debout, puisqu'il les a tous mis KO les autres la semaine dernière. Bah, il commence déjà, Drew McIntyre, et il commence avant même le match par une promo au micro, donc seul au milieu du ring, à regarder la caméra centrale, donc un exercice vraiment à l'ancienne, un exercice vraiment pas facile, surtout qu'il s'adresse pas au public. Il s'adresse pas à Seth Rollins non plus. Il parle surtout à Roman Reigns. Il va chercher Roman Reigns, il va chercher même Joe, puisque Roman Reigns, en vrai, il s'appelle Joe. Hein, c'est ce qu'il nous avait dit quand il avait fait son segment annonçant sa leucémie. Hein, il s'appelle Joe en fait. Donc Drew, il va chercher ce mec-là. Il va chercher pas le personnage, hein, mais l'homme, et il va le défier. Il le challenge à WrestleMania. Donc une nouvelle affiche là qui nous est proposée. Drew McIntyre, il sait sa réponse, hein, il sait que ça va être d'accord, il sait que le public est d'accord, mais il va fort, hein, il va quand même sortir la phrase. Alors je l'ai noté, hein, You may have beaten leukemia, but you will never beat me à WrestleMania. Donc t'as peut-être battu la leucémie, mais à WrestleMania tu vas jamais me battre. Donc très intense, droit dans les yeux. Déjà, bon, on peut peut-être commencer par parler de ça. Une grosse surprise, moi je m'attendais pas spécialement à ce que Drew tape une promo comme ça et challenge Roman Reigns pour WrestleMania. Ça t'a plu là, cette annonce? Une bonne promo. Ouais. Et en plus, vraiment une promo intense parce que il y va fort. Hein. Il parle de la femme. Et il nous déroule le truc. Voilà, il veut le défoncer. Il a défoncé Rollins et Ambrose la semaine d'avant. Reigns et Ambrose, pardon, la semaine d'avant. Là, il va se goinfrer Rollins dans le main event. Il dit qu'il a mis fin au Shield. De toute façon, Drew McIntyre en ce moment, je le trouve énorme. Donc, et il obtient une bonne hit du public de Chicago. Tout son truc, il le déroule bien. À la différence d'un Randy Orton, il fait pas de faute lui quand il parle. Euh, et il fait pas d'erreur dans sa promo. Moi, j'ai trouvé très bon Drew McIntyre sur cette promo. Et je trouve qu'il est dans un gros momentum. Et alors, je reviens sur la semaine dernière, parce que comme en ce moment, je fais un peu tous les héros. Je pense que McIntyre, s'il n'y avait pas toute l'affaire avec Brock Lesnar qui vampirise le titre Universal, clairement, McIntyre, à l'heure actuelle, il serait dans la course à la ceinture. Là. Eh ben, il flotte un peu autour, hein, quand même, puisque il a même dit plus tôt dans la soirée, c'est vrai, au segment d'ouverture, il avait dit à Lesnar, écoute, après ce que je vais faire à Seth Rollins ce soir, tu vas peut-être devoir te trouver un nouveau challenger. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai qu'il le signale à Brock en début de show. Et il est, en ce moment-là, il est chaud bouillant, le Drew, là. Chaud Eh ben bouillant. écoute, il a bien allumé le feu aussi sur Seth Rollins qui arrive furibard et les deux commencent à se mettre sur la tronche à l'extérieur du ring. Les arbitres s'en mêlent un peu, puis bon, bah au final on revient sur le ring, hein, on commence ce match, donc on a notre grosse affiche. On a quand même un Raw un peu sauvé par son main event, hein, c'est vrai. Drew McIntyre commence par dominer avec une force physique qui est supérieure, hein, à Seth Rollins. Il va le calmer assez vite à plusieurs reprises. On a deux gars qui sont de beaux gabarits, hein, t'as raison, hein, Seth Rollins c'est quand même un beau poulet, un beau perdreau. Drew qui domine et qui va à l'extérieur du ring prendre une chaise dans l'espoir de se venger, hein, du tabassage qu'il avait reçu en début de show. L'arbitre le lui interdit et ça le distrait, hein, il va prendre un super kick dans la mâchoire. Seth Rollins ensuite va enchaîner deux suicide dive, mais malheureusement bon, il en fera pas un troisième, il sera contré par Drew McIntyre. L'Écossais essaye de placer ensuite Seth Rollins sur le turnbuckle. Et finalement, c'est l'ancien membre du Shield qui va réussir à placer un superplex suivi d'un Falcon Arrow. Mais Drew McIntyre réussit à kick out. Bon, il est mal parti l'Écossais, puisque Seth Rollins arme j'allais dire Kingslayer, le Curb Stomp, pardon, il le prépare et il tape du pied sur le ring comme d'habitude, le public chante Burn It Down, on est chaud, mais tout d'un coup, la même musique que celle du tout début de soirée retentit, Brock Lesnar arrive, et là, Seth Rollins forcément
Là, on a l'habitude, hein, les mecs ont beau être professionnels depuis 20 ans, quand il y a la musique d'entrée d'un méchant qui arrive, ils tournent la tête, et le temps qu'ils la remettent, Claymore kick, bim dans la tronche, 1, 2, 3. Drew McIntyre l'emporte, et Brock Lesnar est bien content d'avoir eu son petit effet. Et on va finir là-dessus, sur ce Monday Night Raw, avec, comme tu l'as dit, comme la semaine dernière, un Drew McIntyre qui marche sur les os et qui marche sur le Shield. Ça t'a plu là encore? Écoute, c'est le seul bon match de ce Raw. Enfin, voilà. Euh, Parce que quand on fait le déroulé de tout ce qu'on vient de dire, au final, le bon match, heureusement, c'est le main event. Hein. Euh, Heureusement, on a eu un bon main event. Alors, la semaine dernière, on a eu un extraordinaire main event, je le répète. Le Falls Count Anywhere la semaine dernière face à Ambrose a été génialissime. Enfin, je veux dire, Giscal et moi, on en a dit que du bien, et je pense à raison, parce que c'était un super combat. Et encore une fois, Drew McIntyre, main event Raw, encore une fois. Et encore une fois, on a un très bon combat. Moins bon que la semaine dernière, mais bon, la stipulation était beaucoup plus classique. Donc déjà, Oui, le match était plus court hein, aussi. c'était plus court on était face dans un 1 contre 1, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, après, la fin, c'est vraiment du WWE classique, quoi. Hein, voilà, comme tu l'as très bien dit, le méchant, l'autre méchant, le méchant à la ceinture débarque et puis perturbe le face, voilà, et le face se prend une clé mort des familles et puis le Rollins perd le match. Bon, si tu veux, moi, ce qui me dérange, comme d'habitude, hein, mais ça, c'est inhérent à Lesnar, hein, c'est pas du tout par rapport à Rollins et McIntyre, hein, c'est que Lesnar, il vient faire ses 2 minutes réglementaires au début du show et à la fin du show. Je crois que si on faisait un minutage de la présence de Lesnar sur les Raw, on serait quand même assez catastrophé, je pense, hein, parce que je pense qu'au final, s'il a fait 4 minutes dans ce Raw, ça doit être le bout du monde. Je pense que la fin, là, ça dure à peu près à 30 à 2 minutes, pas plus, hein. Juste le temps, en fait, de perturber Rollins pour lui faire perdre le match. Voilà. Pour moi, ce qui est bien dans tout ce segment de fin, etc., c'est que ça continue à poser Drew McIntyre comme une menace absolue. Dans le show rouge, il est clairement en train de se positionner comme le top heel du show rouge, parce que bizarrement, tu vois, je considère quasiment pas que c'est Brock Lesnar le top heel, parce que McIntyre, c'est lui qui vient, c'est lui qui fait c'est lui, tu vois, qui affronte les mecs, Vraiment, McIntyre, en ce moment, il m'épate. Vraiment, vraiment, il me surprend de lundi en lundi. Et je le trouve plus les lundis avancent et plus je le trouve convaincant. Et, et finalement, comme il peut pas avoir de programme pour le titre universel, du coup, il va se retrouver dans un match face à Reigns. Donc, je pense que ça va envoyer du lourd, ça. Hein, là, tu vois, là, on a 2 heavyweights quand même qui vont Mhm. gros pâté dans le ring pour WrestleMania. Donc, moi, je suis plutôt fan de cette affiche-là. Et puis, je pense que pour Rollins, c'est plutôt bon aussi. En prévision de son match face à Lesnar, là, d'affronter un gros poids lourd comme McIntyre, je pense que c'est du tout bon pour Rollins. Que c'est plutôt bien de finir ce Raw avec cette grosse affiche, ce gros match entre McIntyre et Rollins. Et du coup, j'ai bien adhéré à là-dessus. On peut quand même aussi signaler que la pop pour Rollins continue à être quand même phénoménale. Le Burn It Down et les Let's Go Rollins, ça y va puissance 1000. Hein. Là, à Chicago, tu vois, on n'a pas eu droit du CM Punk pour le main event. À aucun moment, tu vois, à aucun moment le public est parti dans un trip CM Punk, etc. Rollins, il a eu son Burning Down au taquet, du Let's Go Rollins au taquet. Donc moi, pour moi, c'est parfait. Ouais, ouais, c'est vrai on a un Raw qui est sauvé par son main event. Alors moi là du coup j'ai quand même une crainte, une peur là qui me monte. C'est que je remarque que ces dernières années, souvent à la WWE, on a eu un top heel comme ça qui a été vraiment monté en force, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus pour servir de tableau de chasse à ce fameux Roman Reigns qui est omniprésent. Et là je sais pas trop du coup, c'est historique quand même, parce que d'une certaine manière on sait donc aujourd'hui officiellement qu'on va avoir Roman Reigns pour un match à WrestleMania, et un match qui sera pour la première fois depuis 4 ou 5 ans pas le main event déjà pour Roman Reigns à WrestleMania, il avait plus l'habitude. Et
pas un match secondaire, mais si quand même presque un match, voilà, sans trop d'enjeux. J'espère, comme tu dis, que Drew McIntyre est trop fort, trop transpirant de charisme et trop impressionnant pour que ça retombe post-Mania. Oui, moi j'ai envie que ça soit la première feud de Seth Rollins champion, parce que moi je suis pour un Seth Rollins champion à WrestleMania quand même. On en a marre de Lesnar. Mais ouais, moi ça me fait penser un peu à, ben on a eu Strowman un peu comme ça, hein. On a eu Samoa Joe aussi un peu comme ça, des mecs qui avaient l'air de tout casser et puis finalement bon bah ils se sont pris le mur Roman Reigns dans la tête. Donc j'espère qu'on va pas vers ça. Ah ouais, moi écoute, j'ai moins d'inquiétude que toi là-dessus. Moi je trouve que c'est... Alors déjà, premièrement, le fait que Reigns va pas être dans le main event de WrestleMania, et heureusement, parce que sinon, tu imagines les seaux de merde qui ont été déversés par l'IWC. Oui, non, là c'est sûr que non. Reigns avait été recalé direct dans le main event après son retour de sa rémission. Je pense que là, ça aurait été une catastrophe. Donc ça, c'est déjà bien. Non, mais ça aurait été pas possible, ne serait-ce que pour la WWE à organiser, hein. Là Ouais, ouais, ça ouais. fait. Et après, si tu veux, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que moi, pour moi, c'est en fait, je vois le côté catch et le côté in-ring en fait. Et moi, je pense qu'on va avoir un super match. On a, Ah, ça peut être ça peut être le meilleur match de Roman Reigns à WrestleMania depuis 4 ou 5 ans, hein, parce que. on a deux des plus gros heavyweights. Mhm. On a ça va envoyer du lourd ce combat quoi. Je pense que tu vois, ça va être un combat surprenant dans ce WrestleMania. On va être en tout cas, moi, je le sens comme ça et je pense qu'on va être agréablement surpris par ce combat. Et après, finalement, j'ai presque envie de dire que peu importe le vainqueur finalement Mhm. dans ce match-là à WrestleMania, parce que bah tu l'as dit, tu espères que Rollins va terminer champion à l'issue de ce WrestleMania et je fais partie aussi de ces gens-là. J'espère aussi que Rollins va gagner le titre et je crois que Mhm. derrière, eh ben, on va avoir du Rollins, du McIntyre et que pour le main event de Raw, c'est que du tout bon tout ça. Ouais, Ouais, ouais. effectivement, ça va être un match secondaire, effectivement. Mais ça, tu sais, enfin pour moi, hein, c'est dû à la position de Lesnar dans le roster, hein, ça. C'est pas de la faute Oui. de Reigns, c'est pas de la faute de McIntyre, c'est pas de la faute de Rollins non plus. C'est Non, non. clairement c'est dû au positionnement de Lesnar au sein du roster. Donc, on pouvait pas attendre finalement grand-chose. Le programme de Drew, il est vachement conditionné à la présence de Lesnar. Non, mais c'est déjà, moi je suis déjà très très positivement surpris parce que comme tu le dis, c'est une très belle affiche quand même, mine de rien, hein. Ça peut faire un beau match et ça c'est du money maker quoi. Et c'est vrai que depuis une semaine ou deux depuis Fastlane en fait, on a une flopée d'affiches qui se rajoutent à ce WrestleMania et qui moi me font pas trop rêver. Donc on a vu Angle Corbin, on sait pas encore, on veut bien laisser le doute, mais il y a de bonnes chances. Moi je pense que quand même ça arrive. Braun Strowman va se retrouver à la bataille à 30. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ouais, il y a donc le Orton AJ AJ Styles. Styles, Euh, Miz versus Shane. ouais, bah tout ça, moi, ça me fait moins rêver, alors que, enfin, Roman Reigns, Drew McIntyre, au niveau de la qualité du ring, oui, je pense que ça peut être le show stealer, effectivement. Tu vois, à la rigueur, Drew McIntyre, ça aurait été peut-être sympa. Si tu voulais pas le voir dans un match secondaire, ça aurait été peut-être, en attendant pour le faire patienter, ça aurait peut-être été sympa de le mettre dans l'intercontinental. Tu vois, ça aurait pu être pas mal. Un triple threat McIntyre, Lashley, Baylor, par exemple, ça aurait pu être sympa aussi. Bah pour le moment, en tout cas, c'est vrai que ça reste une des inconnues là, les ceintures intermédiaires, mais à SmackDown aussi, hein, il y a pas de, tout n'est pas encore figé, on va encore avoir des surprises. Alors, on a fini ce show, moi j'aimerais bien quand même, j'ai une chose qui m'a traversé l'esprit, 2 minutes de débat pour finir, de discussion. Il y a un personnage qui est totalement absent, et là il ne reste plus que 3 Raw, donc je sais même pas si on va le voir. Est-ce que tu crois qu'on va avoir l'Undertaker à WrestleMania, ou est-ce que c'est fini? Question. Et il est totalement absent. C'est la première fois depuis 30 ans. C'est vrai que c'est assez surprenant. Il n'y a même pas une allusion qui est faite. Ouais. Parce que dans les commentaires, tu as le droit un peu à, tu vois, Cole, Graves, etc., pourraient être susceptibles d'en parler, mais pas du tout. C'est vrai qu'on ne parle absolument pas de l'Undertaker. Et bah, je t'avoue que j'ai du mal à avoir un avis, en fait, là-dessus.
Est-ce qu'on va avoir une surprise par rapport à Angle? Moi, je reste un peu fixé sur mon histoire de Angle, Mhm. que moi, je continue à penser que ça ne sera pas Baron Corbin. Alors, est-ce que effectivement, ça serait peut-être l'Undertaker qui va être la grosse surprise vis-à-vis de Kurt Angle? Je sais pas. Et ben écoute, pour l'instant, je reste un peu dans l'inconnu avec l'Undertaker. Il aura pas du tout été cité. Mm. Effectivement, va-t-il avoir un programme ou est-ce qu'on nous réserve une surprise? Est-ce qu'il va peut-être être, est-ce qu'il n'aura pas de match? Et puis peut-être qu'il va être introduit au Hall of Fame, par exemple. Par exemple, hein, je dis pas que je suis sûr de ça, hein, mais moi je vois deux, trois possibilités. Voilà, peut-être l'Undertaker qui débarque face Angle, peut-être l'Undertaker qui devient Hall of Famer. Ah, mais on n'a pas toute la liste là déjà des Hall of Famers, ça se rajoute encore? Ouais, je sais pas si on a encore toute la liste. Écoute, il reste 3 semaines. Je suis pas sûr encore parce que cette semaine, pour le coup, il n'y a pas eu d'annonce Alors pour le. il y a eu une annonce, je l'ai pas trop noté, mais c'est pour le Warrior Award là pour donc une personnalité qui a je sais plus son nom, une dame qui a résisté à une maladie, je crois, c'est ça, hein, c'était Non, c'est en fait c'est parce que c'est une employée de la ah WWE d'accord, c'est qui est ça. 3 ans, depuis 43 ans qui travaille à la WWE. D'accord. Et donc je sais, alors je peux plus dire hein, quel est son rôle backstage quoi. Et mais donc du coup elle est nommée pas Fame, donc il n'y a pas eu d'annonce par rapport au Hall of Fame en Ouais, fait. t'as raison. Écoute, ouais. Je me suis beaucoup posé la question. C'est vrai que ça m'a étonné que on n'ait pas l'Undertaker. Je me dis bon, on va peut-être attendre un peu, mais il reste que 3 Raw, donc c'est vachement tard. C'est pareil pour John Cena aussi, hein, et d'ailleurs les deux ils s'étaient affrontés au dernier WrestleMania. Donc on peut toujours avoir une revanche, mais une revanche qui sortirait de nulle part, ça me paraît très bizarre. C'est quand même tous les deux des tellement gros star power que bah, si tu les as sur l'affiche, tu les annonces, quoi. Ou alors, on peut avoir une surprise, comme tu l'as dit, le soir même. Mais j'ai du mal à imaginer qu'en 2 semaines, on nous montre quelque chose. Et c'est quand même, ça serait quand même, comme tu l'as dit, hein, depuis 30 ans, on n'a pas eu une seule fois un Undertaker qui est même pas là, qui est même pas prévu, qui est même pas. Ça ferait bizarre parce que autant l'année d'avant, bon ben Roman Reigns lui avait fait poser ses gants, tout ça, on était dans une sorte de trip de retraite, mais là, bah, l'Undertaker, on l'a vu il y a pas si longtemps, hein, c'était en Arabie Saoudite, il avait perdu contre Triple H et Shawn Michaels, il n'était pas spécialement, je l'avais pas donné de si mauvais match que ça au final, si on veut. Bon, mystère. Ouais, c'est mystère. Ouais. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu mystérieux. On sait pas. Surtout, moi, je suis surtout étonné qu'il soit pas cité. Ouais, bah écoute, Donc, on verra, on, on verra. on va laisser ce mystère flotter et puis bah on finit sur ce show à Chicago. Écoute, tu connais le principe. Je vais te laisser ouvrir le bal des hostilités. Donne-moi ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, Chris. Alors, écoute, ma note, je vais lui deux et vraiment, je lui mets j'étais presque lancé pour lui mettre un 2 que j'ai trouvé ce Raw très mauvais. Alors, je le dis souvent, mais moi, je suis souvent désespéré quand je dois mettre une mauvaise note à un show parce que moi, je regarde quand même la WWE pour le plaisir et puis parce que par passion et puis parce que j'attends souvent d'avoir un bon show parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un bon show et d'avoir à commenter en plus avec vous sur Catch-Up, de commenter des bons shows, ça fait toujours plus plaisir. Là, malheureusement, là, on est tombé sur un mauvais Raw. On a eu de mauvais combats. On a eu des combats pour la plupart courts. Et, et globalement, le show a été quand même assez mauvais. Donc je lui mets qu'un 2,5 et franchement, je lui mets le 2,5. Le et demi, je lui mets grâce au main event, quoi. Grâce à la promo de McIntyre et au match face à Seth Rollins, quoi. Parce qu'on a eu, voilà, heureusement, on a terminé avec deux super workers. Et heureusement, ça a sauvé le show, hein, parce que franchement, s'il n'y avait pas eu ce combat-là, je pense que j'aurais mis un 2. Donc je lui mets un 2,5. Le, f- le flop, oh là là, le flop, en fait, on pourrait le mettre à 2 ou 3 matchs au moins. Et bah le flop, je vais le mettre à l'annonce du match Baron Corbin-Kurt Angle. Voilà, flop. Vraiment une énorme déception de voir Kurt Angle avoir son farewell match face à Corbin. Et c'est pour ça que je reste dans l'espoir que ce match n'aura pas lieu. Voilà. Et mon top bah, c'est facile. Mon top, je le mets au main event. Voilà. Mon top, je le mets au match. Je le mets à la promo et au match McIntyre Rollins. Sans hésitation.
J'en profite pour glisser que vers la fin du show, quand il y a eu le match entre Apollo Crews et Baron Corbin, je crois que, je sais plus si c'est Michael Cole qui souligne que qu'il y a eu énormément de mauvais retours justement des fans de catch sur l'annonce du match entre Corbin et Kurt Angle. Ce à quoi Baron Corbin aurait répondu, alors j'ai trouvé la phrase rigolote, qu'il allait devoir s'acheter un bateau plus grand pour naviguer plus facilement sur les larmes de ses haters en gros. Mais bon, est-ce qu'ils vont, on verra, est-ce qu'ils vont persister là-dessus. Pour la petite info marrante, c'est que sache que même la femme de Angle, la femme de Angle elle-même s'est plainte du match qu'on donnait à son mari. Elle a balancé sur Twitter. Alors j'ai lu ça, je sais plus où. J'ai lu ça ce matin. Où j'ai lu ça, mais je sais plus sur quel truc d'info j'ai lu ça. Et en fait, la femme de Angle a envoyé un tweet en disant mais qu'est-ce que c'est que ce match que vous donnez à mon mari, quoi. Donc, écoute, si même la conjointe de Kurt Angle se plaint du match donné à son mari à WrestleMania, mais où va-t-on, ma bonne dame, quoi? Bah écoute, moi j'ai en tout cas mis la même note que toi à ce show et exactement le même raisonnement, sauvé par le main event. Mais je suis quand même très déçu parce qu'en plus Chicago, et Chicago, Chicago on a l'habitude d'avoir des très bons shows en général puisque le public est très exigeant. J'ai aucun match. Oui, si, il y a le main event, mais sinon il y a aucun intérêt sur le ring. Et là on entre vraiment, j'espère qu'on va pas avoir ça pendant 3 semaines. On entre vraiment dans des shows où on dirait qu'il faut un petit passage de chaque segment qui correspond à un match à WrestleMania. Et ça me fait peur. En plus, je dois avouer que les affiches qui nous sont pondues là, celle de Kurt Angle, la place de Strowman, tout ça me ravit pas trop. Donc même Nia Jax, Tamina, bref. Donc j'ai mis 2,5. Le flop, je l'ai mis plutôt à la partie de Ronda Rousey. Pareil, j'ai pas trouvé ça du tout. Voilà, Ronda Rousey, elle est quand même un cran en dessous, au niveau d'intensité du personnage par rapport à Charlotte et Becky Lynch. Et là, elle a tapé. Puis même, ça marchait pas parce qu'on n'avait pas envie ni de prendre pitié pour Dana Brooke ni pour les gars de la sécurité, parce qu'il y en a tellement toutes les semaines qui se font valdinguer qu'on s'en fout un peu. Bon. Et le top, Drew McIntyre, ouais, très bonne promo face micro. J'aime beaucoup cet exercice quand les mecs ils regardent directement la caméra, ils nous regardent en fait dans les yeux. Donc ouais, continue comme ça, Drew, t'es le meilleur. Voilà, et écoute là-dessus, on espère que vous avez réussi à nous suivre jusqu'au bout. Nous on a fait de notre mieux, mais c'est vrai qu'on nous a pas donné un très bon élément ce soir. Mais on espère avoir encore une fois plus de 600 auditeurs continuer à nous écouter. Alors pour ça, vous pouvez vous connecter à notre YouTube, vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes. Vous pouvez, j'en oublie toujours un, je ne sais plus lequel c'est le dernier. Sur Spotify peut-être, oui ça doit être ça. On est aussi disponible et réactif sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Là on s'appelle Catch-Up CDC. On a un Discord aussi si vous voulez venir discuter avec nous de tout ça. N'hésitez pas à nous laisser partout des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser des bonnes étoiles, des bonnes notes, des bons pouces rouges, bleus, enfin pas rouges mais des bleus, des verts, des... Bref, soutenez-nous dans notre effort parce que visionner ce Raw ça a été dur et on aimerait bien un petit peu de chaleur humaine de votre côté les auditeurs, soyez sympas. C'est ça, t'as très bien résumé. Écoute, ce fut un plaisir d'analyser quand même tout ça avec toi Chris, merci beaucoup de ta présence, un nouveau Raw pour toi. Moi, pareil pour moi, mon bon Rafa, impeccable. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de reviewer des Raw un peu plus palpitants dans les prochaines semaines dans cette road to WrestleMania, quoi. J'espère que la roue va tourner un petit peu, ouais, et puis qu'on aura aussi au moins des bons SmackDown à regarder quand même à côté de ça. D'ailleurs, restez connectés pour écouter la review de SmackDown qui ne saurait tarder. Quant à moi, je vais rendre l'antenne, donc merci beaucoup encore Chris. Merci à tous de votre écoute, et puis à très bientôt. Allez, bonne semaine pleine de catch. Ciao. Merci Rafa, ciao, salut le peuple de Catch-Up, à bientôt.